Good evening. Platine Web, 24 heures sur 24. Platine Web TV, le Flash Info. Bonjour et bienvenue sur Platine Web TV depuis notre studio pour ce premier rendez-vous. Merci pour votre confiance et votre fidélité à nos programmes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Platine Web TV, sur les 3 pages Facebook, le live, les infos et l'éco-citoyen. Et puis sur YouTube, abonnez-vous, c'est facile, c'est gratuit, c'est rapide. Et ça nous permet d'être 1000 bientôt pour pouvoir vous proposer d'autres émissions depuis le studio sur YouTube. À l'appel de 150 associations et collectifs comme Bassine Non Merci, Soulèvement de la Terre, la Confédération Paysanne et 147 autres fédérations, associations, une grande manifestation écologiste et paysanne aura lieu à la fin de la semaine, les 29 et 30 octobre. Ça se passera à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, dans le 79. Pour stopper le plus gros chantier prévu de méga-bassines, plusieurs milliers de personnes sont attendues pour empêcher cette bassine qui représente non seulement 16 hectares de terres artificialisées et 720 000 mètres cubes d'eau privatisée, mais aussi le début du déploiement de tous ces projets partout en France, partout sur le territoire français. Je vous propose de rejoindre la conférence de presse par visioconférence. C'était il y a quelques minutes pour la présentation de ce week-end à Sainte-Soline. Opposants, syndicalistes, naturalistes, habitants, quels seront les enjeux de ces méga-bassines, de cette manifestation? C'est tout de suite sur Platine Web TV. Avant de vous parler de sa forme et du programme, je voulais laisser quelques mots à nos camarades de BNM pour peut-être que vous puissiez nous redire un peu dans quelle histoire de lutte, dans quelle histoire s'inscrit cette manifestation. Oui, merci Benoît beaucoup. Désolée, j'ai eu un problème de connexion, ça a coupé pile au démarrage de la visio, désolée. Pour compléter ce que vient de dire de Benoît à l'instant par rapport à, en tout cas, la lutte que l'on mène depuis plus de 5 ans, mais il l'a très justement dit, là on est sur un projet de 16 méga-bassines. Il faut savoir que ces projets-là vont s'étendre à l'ensemble de la France, puisqu'il y était notamment les conclusions du variant de l'eau de développer ce type de projet-là à l'ensemble du territoire comme solution face au réchauffement climatique. On le voit bien avec la sécheresse qu'il y a eu cet été, qu'on est sur des niveaux de nappe qui sont catastrophiques. Il y a une première bassine à Mosée-sur-le-Mignon qui a été construite alors que justement les niveaux de nappe étaient extrêmement bas. D'ailleurs, ils n'ont même pas pu la remplir en totalité, puisque à 85% de sa capacité, elle a été remplie qu'à 85% de sa capacité totale, puisque justement les niveaux d'eau, on atteignait des seuils de niveau d'eau extrêmement bas et ils étaient en dessous du seuil de remplissage autorisé, qui est lui-même fixé extrêmement bas. Bref, c'est pour vous dire que voilà, c'est pas absolument pas la solution qui nous permettra de faire face au réchauffement climatique. Et en l'occurrence, on a bon nombre de scientifiques qui appuient aussi, des scientifiques reconnus qui appuie aussi sur le fait que ces solutions-là sont vraiment une maladaptation, des exemples de maladaptation face au réchauffement climatique. Et dans les scientifiques, notamment, il y a Florence Abetz, Magali Regueza et bien d'autres. Et il y a aussi des mises en alerte de notamment Vincent Bretagnol, qui fait partie du comité scientifique et technique au sein du protocole et qui aussi émet des réserves sans mauvais jeu de mots sur ces projets-là, et notamment sur les engagements des agriculteurs sur tout ce qui va être aussi baisse de produits phytosanitaires, puisque en fait on nous vend aussi ces projets-là comme solution pour de la transition agroécologique. Or, si on prend les 10 exploitants qui sont accordés à la première bassine de Mosée-sur-le-Mignon, il n'y en a absolument aucun qui ont fait qui nous garantissent qu'ils vont faire une diminution de produits phytosanitaires. Il n'y en a aucun qui se sont engagés sur cette garantie-là. Donc voilà, c'est pour vous dire que non, c'est pas des systèmes qui vont se développer. Et aussi, je rappelle qu'on a des recours, et ça, Patrick Picot, présent ici de Nature Environnement 17, fait partie des associations avec l'API qui ont porté des recours juridiques sur l'autorisation de construction de ces bassines. Ces recours sont justement non statués pour l'instant, et que justement on demande cette suspension de travaux et notamment ce moratoire
pour que justement les travaux ne se continuent pas, puisqu'on craint fortement qu'on va se retrouver dans la même situation que pour les bassines de l'Aza des Roches qui ont été reconnues illégales en cour d'appel de Bordeaux et que du coup, voilà, on peut se retrouver dans la même situation où en fait, ils nous mettent devant le fait accompli de construire ces bassines alors qu'elles vont être ensuite reconnues illégales par la loi, par la justice. Et on ne veut pas se retrouver dans cette situation et c'est bien pour ça qu'on appelle fortement aussi à se mobiliser puisque malgré tous les recours que l'on a posés, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan politique ou sur le plan citoyen, l'État ne nous entend pas et donc nous, on est bien déterminés à ce qu'on soit entendu et que cette manifestation se met en place dans cette démarche-là. Je vais peut-être m'arrêter là en l'occurrence, mais du coup, si les camarades Patrick, Joël veulent rajouter des choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Mais en tout cas, voilà, on est dans une mobilisation citoyenne puisqu'on estime que justement la, la, l'importance en fait à tous les citoyens de dire qu'ils s'opposent, puisque vraiment l'opinion publique est de notre côté globalement. Donc là, à un moment donné, il faut que l'État écoute ce qu'on a à dire, suspende ses travaux, et on est aussi soutenu par bon nombre d'élus. Voilà, je laisse la parole aux camarades. Peut-être avant de compléter sur le fond du dossier que tu viens de nous introduire, on peut peut-être donner quelques éléments en introduction aussi sur le déroulé du week-end, sur la programmation. C'était quelque chose qu'on n'avait pas pu encore tant développer lors des dernières conférences de presse qu'on avait fait pour annoncer la démarche de la manifestation. Vous vous souvenez, au sortir du printemps maraîchin, on s'était dit, s'ils construisent une bassine de plus, il faudra arrêter le chantier. On ne pourra pas laisser faire ce passage en force. Et on avait annoncé qu'un mois après le démarrage des travaux, on se retrouvait pour une grande mobilisation. C'est cette mobilisation qu'on a lancée pour le 29-30 octobre et ça fait un mois qu'on travaille dessus avec, comme je disais, plus de 150 collectifs, organisations, syndicats. Là maintenant, la manifestation, elle est pour dans 5 jours. Il y a des soirées de mobilisation qui sont organisées un peu partout dans le pays. On a plutôt des retours importants de la venue de collectifs divers et variés et d'une mobilisation très locale aussi, parce qu'en vrai, la mobilisation, elle vient de personnes amoureuses et amoureux de leur territoire, de personnes qui le cultivent au quotidien, de personnes qui le partagent, qui l'ont en usage, qui s'y baladent et qui souhaitent le protéger. Ça, c'est très important. La mobilisation, elle vient du local, mais elle devient de plus en plus nationale. Et du coup, on a pu constituer ce programme de mobilisation et peut-être on vous donne quelques informations là-dessus et puis on pourra ensuite évidemment revenir sur le fond de l'engagement des unes et des autres présents à cette conférence de presse. Est-ce que Noémie, tu voulais nous donner peut-être quelques éléments sur le déroulé du week-end pour que ça puisse être rapporté? Vous voyez le programme de ce magnifique week-end apparaître sur vos écrans. Et pour détailler un petit peu, du coup, on a effectivement dès le vendredi soir, à partir de 18h, la possibilité d'être accueillis sur place, justement par rapport à ce qu'on disait, à la dimension nationale et peut-être aux gens qui feront le voyage de loin. Donc avec un point accueil camping et puis avec quelques animations en soirée pour les personnes qui seront déjà présentes. Évidemment, le temps fort du week-end, c'est la manifestation du samedi, avec un rendez-vous à 10h à Sainte-Soline. Et puis une mobilisation qui va se poursuivre toute la journée en musique. Il y aura un pique-nique géant le midi. Donc ça, c'est vraiment le temps fort et le moment où on va converger massivement à cet endroit-là pour s'exprimer de manière festive, joyeuse et à l'image des précédentes mobilisations qu'il y a eu cette année. Et le soir, finir en musique et en concert. Donc on a une programmation qui est assez éclectique. Je pense que vous pouvez lire un petit peu les intitulés les descriptions des différents groupes qui seront présents. Mais ça me tient à cœur aussi qu'il y ait un temps festif où on se regroupe après ce temps fort de manifestation. Et toujours pareil, on a en fait tout le week-end les cantines militantes, un gros réseau qui vient s'occuper de la partie restauration. Donc on aura un grand banquet le samedi soir. Et le dimanche, on est vraiment sur un programme aussi très pluriel, très créatif pour justement continuer les réflexions sur tout ce qui va être relatif au partage de l'eau, à comment est-ce qu'on arrive à construire la lutte aussi ensemble, vu qu'on sera
nombreux et issus de différents mouvements collectifs à être présents sur place. Donc voilà, construire les suites sur place et ailleurs de manière collective, donc avec une assemblée à 10h le matin sur ce sujet-là et demain. Dans la matinée aussi, à partir de 10h, on aura toute une série de balades archéologiques paysannes, de randonnées sur les cours d'eau, etc., d'expos photos. Enfin voilà, on est vraiment sur, comme on l'a répété déjà depuis le début de cette conférence de presse, mais sur une mobilisation qui se veut la plus plurielle possible et du coup de laisser la place aussi à différentes formes d'expression sur ce sujet-là. L'après-midi, on a aussi 2 temps qui seront en parallèle. Donc le dimanche, on aura un temps plutôt sportif, qui est un critérium international pour voilà, pour le petit jeu de mots. Je pense qu'il y aura aussi des soutiens qui viendront pas que de France. Donc voilà, critérium international pour athlètes et cyclistes autour de la bassine. Et en parallèle, un temps un peu plus de réflexion pour justement parler des projets de territoire qu'on peut construire autour d'un juste partage de la ressource en eau. Et on finira encore avec des concerts le dimanche soir. Voilà. Pour tout ce qui est info pratique, du coup, vous sera partagé. Ça se retrouve aussi sur les sites internet des Soulèvements de la Terre de Bassine-Montmercy. Et on appelle bien sûr à venir du coup avec son vélo pour pouvoir participer aux différents moments sportifs prévus dans le week-end. Mais ça marchera sans vélo aussi, hein, bien sûr, pour les Bien sûr. personnes qui viennent de loin et à pied. Le vélo sera un plus néanmoins. Alors voilà, comme on le disait, tu parlais de diversité. Il y aura d'ailleurs, pour en rendre compte, l'Assemblée des comités de lutte pour l'eau là, le dimanche matin. Mais voilà, ce front pour la défense de l'eau qui s'élargit, en fait, il est pris aujourd'hui par plein d'angles différents. La question du refus des méga-bassines, la question du refus de l'accaparement de l'eau par l'agro-industrie. Et on a ici présent, lors de cette conférence de presse, à cette conférence de presse de ce matin, eh ben, on a des syndicalistes, des élus, des associations naturalistes, des paysans, et on souhaitait que chacune et chacun puisse brièvement peut-être dire quelques mots de son angle d'approche, de pourquoi depuis leur collectif, leur syndicat, leur organisation, ça leur semble crucial d'être présent, d'appeler à cette manifestation de samedi. La présence syndicale nous semble tout à fait majeure depuis votre angle social et de terrain. Est-ce que côté solidaire et CGT, vous souhaitez dire un mot de votre présence sur la manifestation de samedi? Du coup, à la CGT, donc c'est une mobilisation qui a été partagée nationalement. Il y aura évidemment des militants de la CGT qui viennent d'un peu partout en France. Pourquoi la CGT elle participe à ce type de mobilisation? Tout simplement, on se bat en ce moment pour le partage de la valeur ajoutée, pour l'augmentation des salaires. Voilà, c'est visible en plus ces derniers temps. Il nous semble logique aussi de dire que notre bien commun qui est l'eau, il doit être partagé, il doit être public et il doit être géré démocratiquement. On voit que sur les bassines, en fait, c'est l'agence de l'eau qui emmène le principal financement. L'agence de l'eau, normalement, c'est une agence d'aménagement, aménagement du réseau pour l'intérêt général. Et là, on nous dit l'agence de l'eau amène le principal du financement et on cède le droit d'utilisation et l'eau qui est dedans au privé à cette COP de l'eau qui, on le rappelle, c'est pas une coopérative comme les autres, c'est une société anonyme. Hein, c'est une société anonyme qui va du coup gérer l'eau dans un but d'irrigation dans un premier temps, mais comme on le sait très bien, et avec ces sécheresses annoncées, on peut imaginer que cette privatisation de l'eau, elle soit monnayée derrière dans un autre but, voilà, dans un but d'enrichissement notamment. Et du coup, on est aussi pour cette évolution du mode d'agriculture qui, en Deux-Sèvres, ne peut plus continuer d'irriguer à cette puissance-là. Il faut effectivement en arriver à la fin du maïs gras. Voilà, pour la CGT. Rapidement compléter ce que vient de dire le camarade David de la CGT. Solidaire est un syndicat écologiste. Donc, nous, notre monde d'action, c'est le monde du travail. Hein, et
et on se bat contre le capitalisme qui paupérise les travailleuses et les travailleurs, qui concentre les richesses au lieu de les partager. Hein, c'est ce qu'a un peu dit David. Il détruit les collectifs. Le sujet des méga-bassines et derrière du modèle agro-industriel, c'est les mêmes origines et le même but. C'est toujours accaparer des ressources pour une minorité, pour faire des profits au détriment de l'ensemble. Et puis, ce modèle anachronique, il détruit l'environnement, les hommes, les femmes. Donc, nous, on défend un autre modèle agricole. On est au soutien de la Confédération paysanne et évidemment, localement, Solidaire 79, mais il y a d'autres solidaires hein, qui se battent localement. Il y a le 85 et le 86. Les militants vont converger de toute la France, mais on est là pour défendre un autre modèle agricole que la Confédération incarne bien. Il y a des propositions, on les soutient. Nous, on se bat pour respecter l'environnement et encore une fois, ces paysannes et ces paysans. C'est notre position depuis le départ. J'ajoute que localement, il faut voir qu'il y a beaucoup de mensonges sur la communication, que ce soit de la part des autorités locales, je pense à la présidente du Conseil général qui a encore indiqué cet été que les bassines étaient alimentées par la pluie, hein, comme Marc Fesneau l'a très bien fait au ministère de l'Agriculture. Notre travail de terrain, c'est d'être la vérité hein, et se battre contre ces gros mensonges. Bon, c'est un travail de tous les jours et donc on est au soutien et on se bat pour ça et on est déterminé. Voilà. Bonjour, Patrick Picot, Nature Environnement 17. Nature Environnement 17 n'appellera pas à bloquer le chantier, mais à rester dans le cadre de la loi. Et en tant qu'association de protection de la nature et de l'environnement engagée dans tous les recours juridiques, donc l'association sera présente pour informer le public des enjeux de ce dossier. Qui a commencé maintenant en 2017, sur les impacts sur l'environnement et en particulier plus largement sur le besoin urgent de changer de pratique agricole, bien au-delà du protocole qui a été signé hein, et qui est présenté comme exemplaire. Ça, c'est encore un souci, mais qui est pas du tout à la hauteur des enjeux. Au regard du déclin massif de la biodiversité et puis du changement climatique. Sur le tract de la manifestation, donc il y a un oiseau emblématique qui est l'outarde canepetière, qui fait l'objet d'un programme de protection nationale qui est menacé, en voie de disparition, et qui est encore présente dans les plaines où les réserves se construisent. Et donc là, il y a un gros souci de protection de cette bestiole. Et en particulier, elle est en voie d'extinction parce que le type de culture et aussi les pesticides avec, comme l'a dit et l'a écrit Vincent Bretagnol du CNRS, une chute catastrophique des insectes, de la nourriture des oiseaux et des cultures spécifiques pour l'alimentation de ces oiseaux. Joël Lallemand de la PAPI. Alors nous, c'est une lutte sur les bassines là, depuis 5 ans, mais en fait c'est une lutte qui remonte aux années 90. Hein. En 90, il y avait eu des trous partout pour faire des forages. On était devenu un vrai gruyère. C'est là que la plupart des associations spécialisées dans la protection de l'eau sont nées. Donc c'est quand même une lutte qui date d'il y a longtemps et dont les bassines sont finalement l'aboutissement logique. Quand on s'est rendu compte qu'on pompait beaucoup trop dans le milieu, et le plan B, ça a été de faire des bassines. Sauf que c'est pas juste une lutte sur les bassines, c'est une lutte sur le modèle de gestion de l'eau. Avec ou sans bassines, le modèle de gestion de l'eau, il est vraiment calamiteux. On prélève de toute façon trop dans le milieu. Et ensuite, c'est une lutte contre ce modèle agricole qui n'est pas du tout à la hauteur pour ce qui est de la biodiversité, du changement climatique, etc. Donc, nous, on va être présents à cette manifestation. Alors, on est une association légaliste, hein, on ne va pas tout casser, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on est présent parce qu'on n'est pas d'accord que tout cet argent public, il y en a quand même beaucoup, il y en avait 60 millions de prévus, ça a dû augmenter, hein, puisque la COP de l'eau a fait une réunion très
récemment pour présenter les surcoûts du projet, des surcoûts effectivement qu'on pouvait attendre avec l'augmentation du coût de l'énergie, du plastique, etc. Et donc, tout cet argent public, il y a beaucoup d'argent public qui va être 75% à peu près. Donc, je ne sais pas, ça fera peut-être 45 millions, peut-être plus. Ça représente une somme qui aurait été beaucoup mieux investie ailleurs. Donc, on se bat aussi pour ça. Par exemple, il faut savoir qu'il y a pour 60 millions de mètres cubes, pour 6 millions de mètres cubes d'eau, on a 60 millions d'euros. Ça fait à peu près 10 millions d'euros le mètre cube stocké. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir l'équivalent d'une subvention de 700 000 euros, 1 million d'euros en fonction des volumes auxquels ils auront droit. Donc ça, c'est vraiment pas normal que cet argent soit distribué comme ça, alors que certains n'en ont pas du tout et que les aides aux jeunes agriculteurs sont quand même relativement faibles. Voilà, donc c'est pour ça qu'on intervient dans cette manifestation. Pour les Amis de la Terre France, expliquer pourquoi on soutient également la lutte. Parce qu'en fait, nous, on se bat contre l'accaparement des terres en France et que les mégabassines, elles viennent justement subvenir aux besoins d'irrigation des accapareurs de terres, dont le modèle ultra spécialisé, qui est le plus souvent en grande culture, nécessite d'accaparer l'eau pour pouvoir fonctionner, en fait. L'accaparement des terres, ce n'est pas du tout un phénomène qui concernerait que l'Amérique latine ou l'Afrique, ça a bien lieu chez nous. Et chaque année, c'est 360 000 hectares de terre qui partent à l'agrandissement sans repreneur. Donc, pour se rendre compte, à titre de comparaison, l'artificialisation des sols, c'est 50 000 hectares par an. Et ça a été pas mal dit jusqu'à maintenant, et je vois qu'on est tous aussi réunis pour les mêmes raisons dans cette lutte qui est à la fois écologique et sociale, mais ça a une double conséquence qui est d'abord sociale, parce que chaque terre qui part à l'agrandissement, c'est de la disparition de l'emploi agricole. On sait que le nombre de fermes se réduit à peau de chagrin. On a perdu 390 000 fermes. On a perdu sur la même période à peu près le même nombre d'agriculteurs. Donc les bassines, elles viennent vraiment soutenir, c'est vraiment la béquille de ce plan social qui ne dit pas son nom. Et ça a aussi des conséquences environnementales, parce que ces immenses exploitations, pour être gérables et pour maximiser les dividendes des actionnaires, parce qu'en fait, elles sont le plus souvent gérées par des sociétés, elles se doivent d'être simplifiées au maximum. Donc ça veut dire des monocultures, des intrants, mais aussi une hypermécanisation pour pouvoir travailler des surfaces aussi grandes et avec à nouveau toutes les conséquences sociales que ça a derrière en termes d'emploi. Et je voulais dire quelque chose aussi que je trouve très important et qu'il faudrait marteler, c'est que on sait aujourd'hui qu'on a besoin de l'agroécologie pour respecter nos objectifs climatiques, biodiversité et de sécurité alimentaire, pour n'en citer que quelques-uns. Et c'est complètement faux de dire que là, le modèle bassine et donc l'accaparement de l'eau et l'accaparement des terres, c'est prédateur et ça bloque en fait les porteurs de projets agroécologiques qui n'ont pas les moyens, quand une terre se libère, de peser face aux investisseurs financiers qu'ils ont en face et donc de pouvoir s'installer. Donc l'accaparement des terres écologiques. Et malheureusement, il y a une grande opacité autour des propriétaires et des bénéficiaires des bassines. Donc, je n'ai pas les informations pour les personnes concernées par la bassine de ce week-end, mais sur la mobilisation de mars à Mosée-sur-le-Mignon, on avait un propriétaire qui possédait au moins 4 bassines avec plus de 500 000 mètres cubes d'eau, donc ça fait 200 piscines olympiques, et qui gère une exploitation de 1369 hectares. Et on considère en général qu'une exploitation est grande à partir de 136. Donc c'est juste gigantesque et c'est des pertes d'emplois agricoles énormes et qui vont principalement servir à nourrir des animaux d'élevage, pas à nourrir directement les populations. Donc voilà, c'est pour ça que nous on apporte notre soutien au mouvement contre les méga-bassines, parce que pour nous il est crucial pour notre avenir à tous et tous de mettre un terme à ce genre de pratique aberrante qui nourrit l'accaparement des terres en France, au détriment de l'emploi et de notre avenir. Et c'est vraiment la béquille
du modèle agricole qui nous emmène dans le mur et qui verrouille toute possibilité de transition vers l'agroécologie. Et je trouve ça important qu'il doit, en 2023, qu'il souhaite lui-même être orienté pour l'installation d'agriculteurs et la transition écologique. Il doit en prendre acte et donc voilà, en tirer les conclusions aussi par rapport à ce problème des bassines qu'on a actuellement en France. Vraiment partout dans le pays, alors il y a la question des bassines, mais un peu partout, il y a des luttes pour l'eau qui se développent. Il n'y a pas que les bassines pour l'agro-industrie dans les Deux-Sèvres et malheureusement en projet dans d'autres départements. Il y a aussi des luttes vraiment très emblématiques sur d'autres bassines qui sont en cours, par exemple à la Clusaz, dans les montagnes. J'étais allé avec une délégation de BNM il y a quelques mois parce qu'il y a des bassines qui se développent pour le tourisme luxe, la neige artificielle, pour le maintien, vous voyez, de formes d'accaparement de l'eau sur des sujets tout aussi sensibles. Et on a des camarades qui, en ce moment même, à la CUSA, ont monté une ZAD, occupent des arbres contre la destruction d'une forêt pour la construction d'une méga bassine, pour la neige artificielle. Donc on voulait lors de cette conférence de presse en fait aussi leur signifier contre la retenue d'eau de la Clusaz pour la neige artificielle. Donc, ces personnes qui occupent la forêt qui sont là samedi et dimanche, mais il y aura aussi tout un tas d'autres comités de défense de l'eau. Il y en a un qui est présent aujourd'hui avec René Lise et Bernard qui font partie du comité de Vitel, et on voulait leur laisser aussi dire un mot sur leur présence aussi pour voilà, qui est assez exemplaire de ces nombreux comités pour la défense de l'eau qui sont là ce week-end. Ouais, merci. Un mot rapide. Effectivement, le collectif Eau 88, 88 c'est pour les Vosges, et c'est Vosges Nature Environnement, c'est Oiseaux Nature, c'est l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, et c'est UFC Que Choisir Vosges. Donc nous, on est en lutte contre la multinationale Nestlé à Vitel, qui depuis 50 ans puise et épuise nos nappes phréatiques. S'est emparé de 80% de la surface agricole utile, vous voyez qu'on se croise pas mal là, et puis pollue nos sols avec des décharges plastiques monstrueuses que nous avons exhumées devant les caméras d'Arte, ce qui nous vaut une plainte pour effraction en réunion avec dégradation. Donc on veut exprimer bien sûr notre solidarité avec toutes les luttes pour la défense du vivant à travers notamment les luttes pour l'eau. Aujourd'hui, c'est la solidarité totale avec Bassine Montmercy qui s'oppose à un modèle agro-industriel mortifère qui est soutenu par l'État français. Voilà ce que je voulais dire, et puis René Lise va continuer rapidement. Oui, je voudrais dire pourquoi est-ce que c'est très important de rejoindre la lutte Pas une bassine de plus. Parce que c'est une mobilisation nationale qui est emblématique de la défense de l'eau bien commun. Parce qu'il y a des similitudes de Clusaz, etc., entre l'embouteillage de l'eau, ici par Nestlé à Vitel, mais aussi par Danone à Volvic et ailleurs par d'autres entreprises. Il y a des points communs aussi avec l'enfouissement des déchets nucléaires avec le projet Cigéo-Bure, les déchets toxiques avec Stocamine et bien d'autres activités encore qui sont mortifères. Donc ces similitudes criantes, quelles sont-elles? C'est l'accaparement des sols, la destruction de la biodiversité, le verdissage, le chantage à l'emploi, les conflits d'intérêts, la criminalisation, des lanceurs d'alerte. Tout ça, ça a été évoqué à travers les différentes interventions. Donc on est face à un véritable déni écologique, social, démocratique, et il est urgent de nous unir face à la politique autoritaire criminelle qui est imposée par le capitalisme mondialisé, financiarisé, et les États complices. Total soutien. Et vous nous donnez la force, l'intelligence collective d'agir. Et donc, merci totalement. Merci beaucoup. Avant de laisser place à vous, on va laisser la parole aux élus. Voilà, comme lors du printemps maraîcher, on aura pas mal aussi de présence et de soutien d'élus et de partis politiques à nos côtés. On vous laisse la parole.
Vas-y, François, ouais. Oui, donc oui, le François. Donc, oui, donc non, en tant que VLV, je vais faire assez court, beaucoup de choses ont été dites. On est dans la bataille contre les bassines depuis le début, il y a 5 ans. Mais je voulais soulever 2 points importants dans notre vision des choses. D'une part, la bataille des idées depuis 5 ans, et le deuxième point, c'est le droit de manifester. La bataille des idées depuis 5 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant longtemps, et encore maintenant, on l'a vu encore avec la présidente de la région, du département, pardon, on a fait croire que c'était de l'eau de pluie qui remplissait les bassines. Il y a encore des élus qui le croient, ou qui font semblant de le croire. Heureusement, je pense que le travail qu'a fait le BNM depuis longtemps commence à porter ses fruits, et les médias commencent à comprendre qu'il ne s'agit absolument pas d'eau de pluie, mais pour la décoder. La deuxième bataille des idées qu'on a eue, c'était les excédents d'hiver, faut bien les récupérer. Et donc, on a croisé le discours dans le cadre des conférences, des débats avec les agriculteurs et les irrigants. Et on s'est aperçu qu'en fait, ils ne veulent surtout pas récupérer l'eau des rivières d'excédentaire, parce que, pour des raisons de coût et pour des raisons aussi parce qu'ils ont dit qu'elle est trop sale. La troisième bataille d'idées qu'il y a eu, c'est que quand on s'est aperçu, quand on a dit que quand ils ont admis, enfin tout le moins que c'était bien du pompage à la nappe phréatique, ils ont dit bah oui, mais c'est pareil, la nappe phréatique et puis l'eau de pluie, les nappes sont peu profondes, c'est presque pareil. En fait, alors heureusement là, l'apport des scientifiques a été important, parce qu'ils ont montré à la fois que notamment l'artificialisation des sols, et en particulier la destruction des zones humides, des fossés et le labourage trop profond. Et donc, le fait que, pour comprendre pourquoi, du fait qu'on aille pomper dedans directement. Et là, curieusement, il y a un étrange silence des pouvoirs publics. Et là, c'est même pire. C'est même pire. Ce qui est pire, c'est que, je crois que c'est Mélissa qui l'a rapporté, c'est que les pouvoirs publics ont autorisé le remplissage de la bassine SEV15, 17, pardon, c'est la 17, non, ça c'est la 15, pardon. Et alors même qu'on était en interdiction de pompage, de forage. Et donc, en fait, il y a eu une dérogation politique pour remplir cette bassine, alors qu'on était sur des niveaux, sur des niveaux très très bas de nappe phréatique, sur la SEV17. Donc, ça c'est bien, on est bien dans un passage en force, un essai de passage en force, qui sont là aujourd'hui, ont déserté le protocole pour des raisons bien précises, puisque précisément, il y avait les contreparties, soi-disant contreparties n'ont pas été respectées, mais en plus parce qu'on ne voulait pas remettre en cause l'irrigation intensive de certains céréaliers, et les plus gros, comme on l'a dit. Donc voilà pourquoi je pense que le débat est vraiment très politique et idéologique sur l'eau bien commun. C'est clair que face à des passages en force, notre devoir, c'est de résister. Alors BNM l'a fait très bien à plusieurs reprises, et en fait, on peut se féliciter qu'ils aient réussi, qu'on a réussi ensemble à donner un enjeu national à ce débat, parce que réellement, c'est un enjeu national. Et la créativité de BNM a permis ceci. Aujourd'hui, les pouvoirs publics veulent faire croire que nous sommes des violents. Donc, nous ne sommes pas des violents. Nous nous battons pour l'avenir de nos petits-enfants, de nos enfants, de la planète et du bien vivre sur nos terres. Donc, mais nous devons résister. Et par exemple, dimanche prochain, on sait bien qu'ils vont essayer de nous restreindre notre droit de manifestation le plus possible, et pour essayer de nous provoquer pour qu'il y ait des heurts. Nous, ELV, on dit c'est important d'avoir cette résistance passive, pacifique. On n'appelle pas à aller se frotter aux forces publiques, mais on veut montrer quand même qu'elles empêchent cette pression citoyenne, elle doit s'exercer
parce qu'en plus, elle s'appuie sur des vérités scientifiques fortes et un projet pour l'humanité qui est bien plus fort que, disons, la défense des intérêts, quelques intérêts financiers à court terme. Voilà ce que voulait dire ELV, et je vous remercie. Merci François, on vous laisse la parole côté LFI avant le tour de questions. Je vais faire très vite. Hein. Nous, bien évidemment, on va rien rajouter de plus que ce qui a été dit. Tout a été dit. Peut-être un mot sur effectivement la criminalisation des activistes. On était parti devant la gendarmerie la semaine dernière en soutien à 4 camarades qui ont été convoqués en audition libre. Donc, c'était pas encore des gardes à vue, mais c'était quand même des convocations à la gendarmerie pour leur mettre un coup de pression. Clairement, tout ça, c'est la préfecture qui s'affole. J'ai presque envie de dire qu'après la planète cet été, c'est la préfète qui a un coup de chaud. Je crois que ça s'affole rue du Guesclin à Niort. C'est pas étonnant pour la digne représentante d'un gouvernement qui a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique. Un gouvernement qui a foulé aux pieds toutes les ambitions affichées sur le climat. Donc, il est important pour nous de continuer à soutenir la lutte, que ce soit sur des manifestations de syndicalistes ou des manifestations pour l'écologie, en tout cas pour la préservation d'un bien commun. La criminalisation, c'est hors de question. L'arsenal juridique qui a été donné par Macron, notamment, sont, en tout cas à mon avis, des signes forts que les intérêts privés paniquent face, donc, en tout cas, à la prise de conscience collective de la population. Je suis là pour la FI 79 aussi. Je tiens à, en fait, tout ce que je pouvais avoir à dire a déjà été dit et redit. Simplement, je voudrais rappeler un peu revenir sur le mensonge justement de cette notion que les bassines sont là pour récupérer un surplus d'eau. À l'heure actuelle, on s'apprête à en construire une autre, alors même que les nappes phréatiques sont au plus bas, que les usagers de l'eau, les particuliers, sont encore sous restriction due à la sécheresse. Donc, ça paraît complètement inapproprié de ce type de construction dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement vis-à-vis de l'eau. La priorité reste quand même le fait que les gens puissent boire, parce que l'eau est essentielle à la vie, est essentielle à l'agriculture, certes, mais d'abord à la vie. Et je voulais rappeler aussi que il y a peu, mon fils me disait en rentrant de l'école qu'ils apprenaient justement à l'école que ces réserves de substitution étaient remplies en puisant l'eau dans le sol. Donc ça veut bien dire qu'on a essayé et on essaie encore de manipuler l'opinion publique sur la question que ce serait du surplus d'eau. Non, il s'agit bien d'accaparer de l'eau qui devrait revenir à tous. Et puis, encore un soutien à tous les gens qui luttent absolument partout contre l'accaparement de l'eau et l'accaparement des terres. Voilà, bonne journée. Frédéric Giraud, au nom du Parti communiste français. Donc, je vais faire court. Tout ce qui a été dit là, bien sûr, nous le partageons et nous serons solidaires et nous serons présents à la manif de samedi, comme nous avons été présents aux autres manifestations. Je voudrais rajouter 3 points qui me paraissent intéressants. 1,7 million d'agriculteurs en 1990, à peu près les chiffres, 400 000 aujourd'hui. Sur l'accaparement des terres, tout ce qui a été dit sur ce modèle agricole mortifère et capitalistique nous amène droit dans le mur. Donc je rejoins bien sûr les associations, la Confédération paysanne, le MEDEF et d'autres sur cette logique mortifère capitalistique. Merci à tous et toutes. Passez une bonne journée. On se retrouve ce week-end. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse. Voilà pour les informations qui concernent la méga manifestation organisée les 29 et 30 octobre à la fin de la semaine. Ça se passera à Sainte-Soline. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si Platine Web TV sera sur place, mais quoi qu'il arrive, nous resterons informés. Vous serez informés pendant tout ce week-end. Alors, à bientôt. Restez connectés sur Platine Web TV, le média le plus rock'n'roll de la région. À bientôt. Platine Web, 24 heures sur 24.